Ça fait 32 épisodes que je vous parle de la démocratie étudiée sous l'angle de la théorie des jeux. On l'a étudié en long, en large et en travers et ça fait un petit peu beaucoup d'informations. Du coup, ça serait bon de tout récapituler, histoire de mieux comprendre comment tout cela se combine. Et puis aussi, comme ça, si vous voulez motiver un ami à regarder toute cette série, vous pourrez peut-être lui conseiller de commencer par cette vidéo. Alors, si je devais résumer cette série en un mot, ça serait le mot incentive. On peut parfois traduire par intérêt ou par incitatif. Plus généralement, les incentives, c'est ce que les gens ont intérêt à faire, étant donné le contexte et leurs préférences individuelles. Le message clé de cette série, c'est que nous sous-estimons constamment l'importance des incentives et que beaucoup de choses, en politique, en économie, en sociologie, mais aussi en éthique et en morale, ne peuvent être compris qu'à la lumière des incentives. Les incentives des uns et des autres conduisent à un jeu entre politiciens, entreprises ou citoyens. Et ces incentives peuvent être incompatibles avec le bonheur général. Or, plus les incentives sont grands, plus ce seront eux qui gouverneront les interactions humaines. Comme l'affirme le grand sociologue Squeezie. Maintenant, la conclusion finale, ce qu'il faut retenir de tout ça. Ce que le jeu est définit ce que les joueurs vont faire. On a ainsi vu que les scrutins impliquent un jeu entre politiciens. En particulier, les scrutins uninominaux à 1 tour et à 2 tours, ainsi que les scrutins à la proportionnelle, encouragent les politiciens à s'organiser sous forme de partis à cause d'une propriété appelée la dépendance aux alternatives non pertinentes. Pire encore, ces scrutins posent un dilemme du vote utile aux citoyens, si bien que les résultats du scrutin ne sont pas forcément révélateurs des vraies préférences des citoyens. On a aussi vu que dans le cas de l'élection d'une seule alternative, il y avait des théorèmes d'impossibilité qui montraient la difficulté du choix du scrutin, mais aussi qu'il existait 2 scrutins inventés récemment, avec de bien meilleures propriétés que les scrutins utilisés aujourd'hui, à savoir le jugement majoritaire et le scrutin de Condorcet randomisé. L'utilisation de ces scrutins réduirait, voire ferait disparaître tout dilemme du vote utile, augmenterait le pouvoir d'expression des citoyens au moment du vote et éliminerait les principaux incentives à l'organisation des politiciens sous forme de partis politiques. Ces politiciens, justement, on a tendance à penser qu'il s'agit de loups assoiffés de pouvoir. Selon les puissants modèles de Mesquita, c'est essentiellement le cas. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire naïvement, ceci ne veut pas dire qu'ils vont agir tels des méchants aux dépens des pauvres et du gentil peuple. Et encore moins qu'ils sont aveuglés par le pouvoir, au point de prendre des décisions toutes plus débiles les unes que les autres. Non. Selon le modèle de Mesquita, les politiciens sont avant tout de fins tacticiens, et leurs stratégies vont donc s'aligner avec leurs incentives. Or, en démocratie, pour être et rester au pouvoir, les politiciens ont tout intérêt à gagner le cœur des citoyens, et donc à prendre des mesures qui plairont à la majorité. Alors, les mauvaises langues diront qu'il s'agit de populisme, mais il faut surtout voir qu'il s'agit d'une certaine forme de démocratie, puisque les décisions des politiques seront alors bel et bien fonction de la volonté populaire, en tout cas dans la mesure où cette volonté populaire est marquée. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Pour répondre à cette question difficile, il nous a fallu définir le bien et le distinguer du mal, ou plutôt du moins bien. Autrement dit, on a dû étudier la morale. Et là, il faut distinguer 2 types de morale. Il y a les morales dites prescriptives ou normatives, qui proposent des principes ou des finalités désirables, et les morales dites descriptives ou prédictives qui cherchent à décrire et à expliquer les morales intuitives des citoyens. On a vu que les sciences modernes considèrent que les morales intuitives sont les fruits de l'évolution darwinienne, et en particulier n'ont survécu que les morales intuitives qui ont triomphé dans la compétition entre morales d'individus. Autrement dit, même notre morale intuitive est une réponse à des incentives. On a vu en particulier la théorie de la sélection de groupe défendue notamment par le psychologue Jonathan Haidt. Cette théorie postule que notre morale intuitive sert à consolider nos groupes et à donner envie aux membres du groupe de se soulever irrationnellement pour la défense des leurs. Autrement dit, notre morale intuitive est l'hooliganisme en faveur des nôtres. Et celle-ci est exacerbée par les symboles qui identifient les groupes auxquels on appartient et par ceux qui identifient les groupes auxquels on s'oppose. C'est ainsi que l'on a un attachement irrationnel en des principes ou des concepts que nos groupes sacralisent, comme la Marseillaise, la démocratie, le travail, la religion, la laïcité, la liberté, l'égalité ou la nation. Selon Jason Brennan, cet hooliganisme, c'est ce qui nous abrutit et nous corrompt lorsqu'on s'intéresse à la politique. Il anéantit nos capacités cognitives et nos compétences mathématiques, amplifie tous nos biais cognitifs à coups de raisonnement motivé et de rationalisation, et nous fait tendre vers l'extrémisme quand on est confronté à des avis concordants. Or, selon Bryan Caplan, la démocratie favorise l'hooliganisme politique. En effet, parce qu'en démocratie, chaque vote n'a essentiellement aucun effet, l'incentive des citoyens est d'éternuer leur hooliganisme plutôt que de dépenser du temps et de l'énergie pour effectuer un vote informé inutile. Selon Caplan, en démocratie,
les citoyens sont rationnellement irrationnels. Et pourtant, on aurait pu espérer que l'accès à de l'information fiable via Wikipédia et les technologies du numérique résolvent le problème de l'ignorance des citoyens. What I have to kind of admit to you is that I was a real optimist. Maybe I was naive about the internet. In a previous Q&A, I was asked what topic I've changed my mind on, and the unmitigated benefits of the internet sure is one of those things. Malheureusement, il semble que le web n'a fait qu'empirer l'hooliganisme des citoyens. Et là encore, ceci peut se comprendre en analysant les incentives des citoyens. En particulier, le biais de confirmation, combiné à la facilité du choix des sources que permet Internet, a conduit les citoyens similaires à se rapprocher sur Internet. Or, ce rapprochement qui peut paraître innocent à l'échelle individuelle, conduit à une ségrégation idéologique massive à l'échelle du web. C'est la ségrégation de Schelling. Pire encore, la vitesse à laquelle les idéologies peuvent être partagées sur Internet a favorisé les idéologies virales. Autrement dit, pour gagner en influence, les incentives des idéologies et de leurs auteurs consistent à activer l'hooliganisme de leurs victimes en suscitant la fascination, la peur et la colère et en s'opposant à des idéologies ennemies incompatibles. Les nouvelles technologies ont exacerbé l'hooliganisme. Pour combattre cet hooliganisme, il est indispensable à ne pas se restreindre à notre vision du monde. Il est indispensable de chercher à aussi voir le monde tel que les autres le voient. Et oui, parce qu'au moment de prendre une décision, les autres sont dans un contexte différent et ont des préférences individuelles différentes. Les incentives des uns ne sont pas les mêmes que les incentives des autres. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les mots intérêt et incitatif, parce qu'ils donnent l'impression qu'on a tous les mêmes intérêts et que l'on réagit de la même façon aux incitatifs. D'ailleurs, cette absence de prise en compte de la divergence des incentives des uns et des autres, c'est quelque chose que l'on retrouve notamment dans la règle d'or et plus généralement dans les morales déontologiques, par opposition d'autres philosophies morales normatives qui intègrent dans leur philosophie les divergences des incentives des différentes personnes. C'est le cas de l'approche utilitariste de la philosophie morale, même si on est d'accord pour dire qu'elle a ses imperfections. Selon l'utilitarisme, une action est bonne si parmi l'ensemble des actions qui étaient possibles à ce moment-là, il s'agit de celles qui maximisent le bonheur général. Et ce qui est très intriguant avec cette morale simpliste, c'est qu'elle suffit pour remettre en cause beaucoup de principes ou de moyens qui nous sont chers, comme la règle d'or qui dit qu'il faut traiter autrui comme on souhaiterait être traité, comme la nécessité de créer toujours plus de jobs pour plus de gens, et comme le principe même de démocratie. En fait, le concept le plus important à retenir de cette série, c'est peut-être celui d'hooliganisme politique, lequel est parfaitement illustré par notre hooliganisme démocratique. Et pour ceux qui croient qu'il s'agit d'un concept fumeux, je vous conseille cette superbe vidéo de Frédéric Garcia qui suggère que l'hooliganisme politique correspond à l'utilisation d'une certaine partie de votre cerveau. Et je pense que si vous cherchez à être attentif à votre hooliganisme, vous sentirez que ça... Typiquement, on a tous envie de dire que la démocratie c'est bien, et que si une décision est prise de façon antidémocratique, alors il s'agit nécessairement d'une mauvaise décision. Cependant, cet argument il ne tient que si on prend pour axiome que la démocratie est bien. De façon intrigante, pour l'utilitariste, il ne s'agit pas d'un axiome. En fait, l'utilitariste considère que la démocratie n'est bien que dans les cas où elle maximise le bonheur général. Or, en pratique, c'est loin d'être toujours le cas. Sur Wikipédia comme dans le monde de la recherche, l'approche épistocratique semble bien plus utilitariste que les décisions démocratiques. Et il y a fort à parier que sur de nombreuses décisions nécessitant une expertise, et au final c'est le cas de la plupart des débats de société d'aujourd'hui, notamment pourvu que la séparation des expertises est appliquée, il s'agira d'un devoir moral pour l'utilitariste que de contourner la démocratie, même si cette conclusion déplaît à l'hooligan démocratique en nous. Waouh, ça fait beaucoup de choses, il y a quand même eu 32 épisodes dans cette série. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue l'étendue de notre ignorance. Il y a énormément d'angles et d'analyses pertinentes de la démocratie que je n'ai pas abordées dans cette série, mais que j'aurais aimé avoir présentées. J'aurais aimé aussi vous parler des points de Schelling, des théorèmes qui formalisent le concept d'électeur médian, des mathématiques du vote électronique crypté, du problème de l'anonymisation des données personnelles, des difficultés de la formalisation du concept de discrimination, des impacts de l'économie sur les systèmes politiques mis en place. Il y a notamment une superbe vidéo de C.J. Gray qui suggère que la démocratie est une conséquence de la révolution industrielle plus que d'un triomphe du peuple et des philosophes des Lumières. J'aurais aimé vous avoir parlé de la décentralisation de la monnaie avec le Bitcoin notamment, de la charismatocratie dans laquelle on vit qui consiste à donner plus de pouvoir à des gens qui ont du charisme, des jeux de localisation qui expliquent pourquoi les kebabs sont souvent tous au même endroit, de la purification de Harsanyi pour comprendre l'utilité des probabilités bayésiennes pour comprendre des équilibres mixtes, de la théorie algorithmique des jeux qui se demande si les marchés sont vraiment capables
de jouer un équilibre de Nash, de la programmation dynamique qui montre que les futurs probables déterminent le présent, des jeux H-moyen qui montrent que même dans des populations de taille infinie, le comportement du groupe se déduit encore et toujours des incentives individuels, ou encore des lézards de Californie qui montrent que Dame Nature est capable de calculer des équilibres de Nash. Et puis j'aurais aimé vous avoir longuement parlé des théories de Machiavel, pour qui le devoir moral ne réside pas dans la bonté des intentions, mais dans l'efficacité des actions. Ça fait encore beaucoup de choses à explorer pour comprendre la démocratie. Mais comme certains parmi vous, j'ai un petit peu envie de passer à autre chose. Donc malheureusement, la série s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait réfléchir. Et j'espère que vous allez lutter contre votre hooliganisme lors des prochains débats politiques que vous allez avoir. Et qu'avant d'affirmer que X est la solution à tous vos problèmes, vous prendrez le temps de mesurer l'étendue de votre ignorance et que vous éviterez ainsi de tomber en excès de confiance.